Éric Roger. Bonjour et bienvenue dans Europe 1 Midi pour tout découvrir. Vous allez voir, on va en découvrir des choses dans un instant, apprendre et puis débattre. Bonjour Julia. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour Julia qui est en train de se dévêtir. Mais juste, ça oui, je suis en train de me mettre à l'aise, j'enlève ma veste Patrick. Je rassure, mais il fait chaud dans ce studio. Hein. À midi donc, notre débat tout à l'heure. Besoin d'un peu de calme en ce moment. Ça s'enflamme de la rue à l'Assemblée autour du mariage et de l'adoption pour tous. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu notre pays autant à cran sur un sujet de société. Nous en débattrons donc avec nos invités et puis vos réactions au 3921 par internet et sur notre page Facebook Europe 1 Midi. Avant cela, on va vous faire rêver, saliver dans les pas de chasseurs de trésors. Une passion qui peut évidemment rapporter gros quand on tombe sur un tas d'or. C'est rare. Mais ça peut arriver, nous le dira dans un instant l'un des plus grands aventuriers qui parcourt le monde depuis plus de 30 ans. Des trésors du fond du jardin chaque année en France et en particulier en cette saison. Beaucoup vont avec leurs détecteurs tenter de repérer des coffres de pièces d'or enterrés. Il paraît qu'il y en a des tonnes sous nos pieds, parfois dans les vieilles bâtisses aussi, dans les forêts ou encore au fond des lacs, donc ou un peu plus loin au fond des océans. Nous en parlons donc avec nos invités. Et nous sommes en compagnie sur Europe 1 de Philippe Estos qui est aventurier et chercheur de trésors depuis plus de 30 ans, auteur de Chasseurs de trésors chez Alphée et Laure d'Atahualpa aux éditions du Trésor. Très bien nommé. Christian Buchet, directeur du Centre d'études de la mer à l'Institut catholique, membre de l'Académie de marine. Et puis Alain Cloarec qui est chercheur de trésors, fondateur de Planète Détection, un magazine de détecteurs de métaux. Il cherche des trésors pour les particuliers. Et si vous êtes passionné, si vous avez découvert un trésor, vous allez peut-être être discret ou alors au contraire nous raconter comment ça s'est passé, vous pouvez nous appeler. Évidemment, au standard d'Europe 1 qui vous est ouvert comme tous les jours, c'est le 3921, 34 centimes d'euros la minute. Et puis il y a aussi la page Facebook d'Europe 1 Midi et Europe1.fr que Patrick est en train de guetter actuellement. Europe 1 Midi. On est évidemment dans le cliché avec le pirate des Caraïbes. Ça ressemble un petit peu à ça parfois quand on va sur ces routes assez invraisemblables. Donc Philippe Esnos, vous publiez Laure d'Atahualpa, dernier empereur Inca. Et quand on vous lit, on a l'impression d'être un peu dans ses pas, non, justement, de choses assez incroyables quand même. Il semble que, comment dirais-je, l'histoire même d'Atahualpa est incroyable dans la mesure ce qu'a été sa destinée, et, évidemment, et ce qui lui est arrivé suite à la conquête espagnole. Oui, et ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, vous n'êtes pas seul et c'est risqué, c'est compliqué, c'est difficile d'aller à la recherche de grands trésors tels que ceux-ci, alors qu'il y a, on va le voir dans un instant, les petits trésors peut-être sous nos pieds en France, non ? C'est-à-dire que les trésors mythiques ou sans être mythiques qui sont importants demandent déjà énormément d'investigations en termes de recherche historique. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, moi je suis un des rares qui fait les recherches de trésors en prenant le problème, on va dire, d'aval en amont. C'est-à-dire que je commence par les recherches en archives en Espagne, dans les monastères, aussi les archives civiles, bien sûr. Ouais. Et puis je remonte peu à peu jusqu'à monter l'expédition et essayer de retrouver ce que j'ai découvert dans les vieux papiers, quoi. Oui, c'est un véritable métier, une profession. C'est une occupation, on va dire, à temps complet. À temps complet, oui. À temps complet, parce que passer autant de temps, partir plusieurs mois, évidemment. Mais quand je vais faire des recherches dans certains pays, je m'installe là 3, 4, 5, 6 mois. Oui. Pour Atahualpa, je me suis installé plusieurs années dans le pays. Oui. On ne part pas seul, d'ailleurs. On essaie de s'entourer, ou localement, quoi, en tout cas, non ? Vaut mieux être seul que mal accompagné. Alors, en général, moi, j'ai toujours préféré la solution solitaire. Vous avez peur d'être débordé ? Non, mais ce qui m'empêche pas de contacter des équipiers quand j'en ai besoin ou des gens pour m'accompagner sur le terrain si les conditions, le matériel à transporter le nécessitent, n'est-ce pas ? Oui. Et puis localement vous pouvez prendre du matériel qu'il vous faut. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel d'ailleurs quand on part à la découverte d'un trésor, à la recherche d'un trésor ? Ça se fait pas en un seul coup. On fait déjà des expéditions qu'on appelle des expéditions de repérage. Ouais. Voilà, que ça soit à terre ou en mer d'ailleurs. Une fois qu'on a resserré, on va dire qu'on a retrouvé pas mal d'indices
qui correspondent aux archives. À ce moment-là, on fait une deuxième expédition un petit peu plus sophistiquée, où là, éventuellement, on va amener du matériel de détection s'il y a lieu. Voilà, on va resserrer le cercle. Oui, alors j'imagine les auditeurs qui se disent, mais alors s'il le fait depuis plus de 30 ans, mais qu'est-ce qu'il doit être riche s'il a découvert énormément de trésors, non ? C'est-à-dire que, étant donné que je n'ai jamais eu de sponsor, je m'autofinance. Ce qui me permet d'être libre, de pouvoir monter les expéditions comme je l'entends, au coût que je l'entends et à la date que je l'entends. Ce qui veut dire que donc à chaque fois que je trouve des trucs, c'est réinvesti rapidement. C'est quoi des trucs ? C'est quoi des trucs ? Des trucs, c'est. Par exemple, donnez-nous. Ça peut être des bijoux, ça peut être des pièces d'or, ça peut être des lingots, ça peut être il y a tout un tas de trucs, ou tout simplement des statuettes ou des céramiques ou des choses comme ça. Oui, et là vous pouvez tout garder ou au contraire il faut quand même un peu partager quoi. Hein. Ah non, mais non, on garde pas tout. De toute façon, dans la plupart des cas, je fais ça en prévenant les autorités que je fais ça, car il y a des tas de pays qui interdisent, si vous voulez, qu'on fasse des fouilles archéologiques et qu'on extrait, si vous voulez, des richesses. Par contre, qui n'interdisent pas qu'on fasse des recherches. C'est la nuance, c'est-à-dire vous pouvez toujours faire les recherches, mais après, une fois que vous avez trouvé, vous êtes supposé prévenir que vous avez trouvé. Voilà. Et là, vous êtes un peu obligé de le faire, non ? J'imagine qu'on doit vous surveiller aussi un petit peu. Vous le faites parce que si vous le faites pas, ce qui se passe, c'est que vous allez réussir votre coup une fois. La deuxième fois, peut-être, et la troisième, vous allez vous faire prendre. Et là, c'est pas bon. Bon, dans un instant, vous allez nous dire justement aussi qu'il y a toutes ces difficultés, et c'est ce que l'on verra en France aussi avec les archéologues de plus en plus pour fouiller et mener ces recherches. Alors ces recherches qui vont donc à l'autre bout du monde avec vous, comme on le verra dans un instant avec Alain Cloarec au bord des plages, au fond des jardins, dans les vieilles demeures, dans les forêts. Et puis alors là, avec le printemps, ça repart. Et puis au fond des océans, Christian Bucher, parce que on imagine c'est fabuleux, il y a tout. Il y a tout. Moi, je suis venu à l'amour de la mer, par un formidable ouvrage de Robert Stenuit, qui avait parlé des trésors de l'invincible Armada. Et comme vous, il a travaillé en amont sur l'histoire. Après, il a trouvé cette fameuse Girona. C'est fabuleux parce que la mer, ça fait rêver. On imagine ces trésors engloutis. C'est Tintin et le trésor de Rackham le Rouge. Bon, il faut pas se cacher les choses. Alors, je dis pas que c'est facile. Il y a des obstacles financiers, des obstacles juridiques. Et c'est en travaillant sur la mer que je suis arrivé à comprendre que la mer est en elle-même un véritable trésor. Mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses sous la mer. C'est Salomon Reynac qui disait il y a quelques années, un grand archéologue du milieu de la période du milieu du 19e siècle, qui disait mais la mer est le plus grand musée du monde. Un musée qui était totalement gardé par elle-même parce que avant que Cousteau, Gagnon, Donnérouz mettent au point le scaphandre autonome, c'était très difficile, il y avait uniquement les scaphandriers. Maintenant, on a accès de plus en plus profondément et de plus en plus facilement, si bien que ce musée n'est plus tout à fait gardé. Est-ce que on a une idée, Christian Bucher, des tas d'or que l'on a éventuellement au fond de nos océans? Écoutez, je parle pas en tas d'or, je peux vous donner une idée du nombre d'épaves qui se trouveraient dans le domaine de la juridiction française. En sachant que jamais de toute notre histoire le pays n'a été aussi grand qu'il ne l'est depuis 1994. Pourquoi ? Parce qu'on a des zones économiques exclusives. Nous avons, nous Français, 11 millions et demi de kilomètres carrés de mer dans le monde. Nous sommes la deuxième puissance sous-marine, tout juste derrière les États-Unis, loin devant l'Australie. Dans ces 11 millions de kilomètres carrés, on estime, je crois que c'est Michel Lourd qui est le directeur du DRASP, estime qu'il y aurait quelques 150 000 épaves. Donc je dirais pas qu'il y en a pour tout le monde, parce qu'il s'agit de savoir aussi que c'est un patrimoine, donc on peut pas forcément faire n'importe quoi, ça suppose un traitement, c'est comme si vous alliez dans l'arrière-cour d'un musée, en quelque sorte, pour prendre ce qui vous intéresse. Alors oui, mais sauf que ça peut être fait dans un musée, on sait à qui ça appartient, au fond des océans, ça appartient à qui très honnêtement, quand c'est dans la zone économique exclusive, ça appartient à l'État français, ça c'est clair. Alors après il y a tout un tas de débats, qu'est-ce qu'on doit en faire, est-ce qu'on doit prendre, est-ce qu'on ne doit pas remonter, comment ça doit être fait. Bon, la place au rêve doit toujours exister, mais ce sont quand même des vestiges historiques. Alors pas forcément un lingot d'or, mais ça suppose quand même un traitement archéologique pour pas faire n'importe quoi. Enfin, je vous raconte une histoire, parce que je trouve que je m'occupe un peu d'archéologie sous-marine avec Olivier Calle dans tout ce qui est le sud-ouest, notamment dans la pointe du Médoc. Bon, pour vous montrer qu'il y a des trésors qui sont pas toujours en or. On a remonté il y a quelques années, ça se passe à Soulac-sur-Mer, une caronade frappée aux armes de Georges III d'Angleterre. Alors une caronade, c'est un petit
petit mortier, si vous voulez. Et c'est la première fois qu'on a trouvé au sein de ce type de canon 2 charges totalement différentes. Je pars de la bouche du canon, un valet de chambre, c'est-à-dire de l'étoupe, derrière une boîte à mitraille avec 12 petits boulets légèrement blonds, derrière un deuxième valet de chambre, derrière le boulet bien rond, derrière un troisième valet de chambre et le sac de poudre. Eh bien, c'est pour faire court, on ne voudrait pas faire de publicité, c'est un peu la technique du rasoir Gillette à 2 lames en quelque sorte. C'est-à-dire que les Anglais ont visiblement gagné à Trafalgar parce qu'ils avaient une supériorité du tir, on ne comprenait pas. Qu'est-ce qui se passe? Le premier projectile oblong perfore plus facilement la coque, les 12 petits boulets à l'intérieur font un maximum de dégâts humains, et ce qui permet au boulet bien rond, bien lourd derrière, de passer en force. Vous voyez comment, finalement, en remontant une caronade, on découvre finalement l'explication d'un phénomène historique aussi important que la supériorité des Anglais lors de Trafalgar. Ça vous intéresse, Philippe Esnos, d'aller effectivement au fond des mers? Non, c'est un petit peu plus compliqué peut-être pour aller mener ces recherches? Avant de faire des recherches à terre, j'ai fait des recherches sous-marines de galions pendant 25 ans. Donc au départ, j'ai fait ça et j'ai abandonné pas totalement, mais disons mis la clé sous la porte pour m'intéresser. Oui, parce que quand on vous lit, c'est uniquement maintenant. Oui, pour m'intéresser au trésor à terre, pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque où je faisais les recherches sous-marines, comme d'habitude, je faisais ça seul. Ça veut dire que j'avais mon propre bateau, mes propres équipiers, et je finançais le tout. C'est très très lourd alors ça veut dire qu'il fallait quand même qu'on ait du résultat. Des résultats, on en a eu pas mal, mais à chaque fois c'était réinvesti et le coût du bateau était très 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 important. Ce qui fait que le bateau me servait aussi pour me financer. C'est-à-dire que le bateau avait deux utilisations. On va dire pendant 7, 8 mois, 1 an, je faisais du transport ou de la pêche avec ou des histoires comme ça. Et une fois que j'avais suffisamment réuni de fonds, là, on se mettait à rechercher les épaves pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois. C'était comme ça. C'est assez long, effectivement, et compliqué. Alors, il y a donc ces grandes expéditions. On verra d'ailleurs dans un instant quel est leur coût. Et puis, il y a aussi les trésors qui sont peut-être au coin de la rue. Avec nous en ligne, Alain Cloarec. Bonjour. Bonjour. Juste après la pause, on vous reprendra parce que vous êtes chasseur de trésors en France. Vous allez d'ailleurs, je crois, ce week-end en Bretagne faire des recherches. On va voir ça avec vous dans un instant. Europe 1 midi, 11h30, 13h. Patrick Roger. Chaque année, plusieurs milliers de Français parcourent l'Hexagone à la recherche de fortunes enfouies. Madrid a réceptionné l'équivalent de 373 millions en pièces d'or découvertes dans les cales du Black Swan. Il reste des trésors à découvrir. C'est la première partie d'Europe 1 midi. On attend vos réactions si vous-même, vous aimez partir à la quête de ces trésors-là sur la page Facebook d'Europe 1 midi. Alors ici, avec nous en studio, nous avons 2 aventuriers. Philippe Esnos, aventurier chercheur de trésors depuis plus d'une trentaine d'années, et Christian Buchet, qui est lui historien de la mer et qui se passionne effectivement pour tout ce qu'il y a au fond de nos océans, et Alain Cloarec qui est avec nous donc en ligne, qui est lui un chasseur de trésors passionné, qui n'en fait pas sa profession. Bonjour, rebonjour Alain Cloarec. Oui, rebonjour. Oui. Vous allez chercher des trésors, je dirais, le week-end aux 4 coins de la France. Comment on vous appelle? Comment ça se passe? C'est une véritable passion, c'est-à-dire que ça fait déjà très très longtemps que je fais de la recherche, et puis un jour, un peu par le fait du hasard, j'ai été appelé par quelqu'un qui m'a demandé de chercher un trésor chez lui. Donc j'ai effectivement trouvé ce trésor qui était aussi un des plus importants, puisque ça représentait à l'époque 70 kilos de dollars en or, donc aux alentours de 8-9 millions de francs, et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire, donc plutôt que de me cacher, j'ai plutôt, je me suis servi de cette histoire pour pouvoir réveiller un peu les médias, dire les trésors existent. Effectivement, par rapport aux médias, les gens ont pris connaissance de mon existence, ils m'ont appelé, quoi. Oui, c'est ça, parce que du coup, les gens, ils vous appellent quand? Alors, quand ils font des rénovations dans leur bâtisse? Non, pas du tout. Moi, je suis plutôt spécialisé. Au départ, je suis un prospecteur. Oui. Je manipule la poêle à frire pour m'amuser, et on reste bien, et ça fait vraiment beaucoup de bien à la tête. Et puis les trésors de famille, c'est un peu ma spécialité. Ce sont des gens qui ont caché, donc après-guerre, des grosses fortunes, qui aujourd'hui, à la valeur de l'or, ça représente des grosses fortunes, et qui malheureusement décèdent et n'ont pas révélé l'endroit du trésor à leurs enfants, quoi. Oui. Voilà. Donc le trésor, on l'oublie un petit peu, et puis le jour où on vend la maison, on se dit, mince, la maison, il y a quand même le trésor, on va essayer de le trouver, quoi. Oui, voilà. Oui. Merci Alain Cloarec de ce témoignage. Philippe Esnos, vous ne vous êtes pas mis en quête de ces petits trésors, si je puis dire, du quotidien qui existeraient sous nos pieds?
Ben ça, je ferai ça quand je serai à la retraite. Oui. C'est-à-dire quand je serai dans une chaise roulante, vous voyez. Oui. Pourquoi ? Parce que non, mais pourquoi vous ne vous limitez pas à la France ? Vous n'essayez pas en France ? Parce que c'est un petit peu trop complexe ? Ah, pas du tout, c'est pas ça. C'est qu'il y a pas l'aventure, il y a pas la complication des montages pour aller faire ça sous les antipodes. Il y a aucun exotisme. Il faut aussi que ça soit une aventure. Il n'y a pas que la recherche du trésor pour le trésor. Voilà, je veux dire, moi je comprends. En France, j'ai moi-même des amis qui font ça tous les dimanches, qui ramènent des pièces romaines, des choses comme ça. Je trouve que c'est passionnant. Ouais. Mais de là à en faire mon travail, non, je préfère des choses plus, on va dire, plus exotiques, quoi. Plus exotiques. Plus exotiques, vous préférez. Faut qu'il y ait de l'aventure. Vous voyez, faut pas que ça soit uniquement. Oui. D'ailleurs, de toute façon, déjà, toutes les recherches en archives, elles se passent déjà à l'étranger, en grande partie. Oui. Donc, c'est rencontrer les gens, c'est apprendre les langues, c'est traduire la paléo de la Renaissance. Enfin, c'est tout un travail qu'on soupçonne même pas, vous voyez. Mais en vous écoutant, le trésor, c'est plus dans la dynamique de chercher le trésor que le trésor lui-même. Ouais. Vous avez publié votre déclaration fiscale, j'imagine que c'est très à la mode. C'est la quête. C'est plus la quête qui compte. Bien sûr, mais c'est ce que j'écris dans ce livre, dans mon bouquin. Oui. C'est ce que je dis. Je dis le moment le plus fabuleux, c'est quand vous êtes avec votre bouteille au fond de la mer et que vous tombez sur l'épave que vous avez cherchée. Vous dites putain. Ça y est, c'est génial. Les 3000 ou 4000 heures de recherche et d'archives, voilà, que j'ai passées, elles se concrétisent enfin aujourd'hui. Peu importe la valeur, finalement. Ben non, c'est ça le plus compliqué, c'est la relation entre l'historique et trouvé sur place. Alors après, la valeur, vous la connaissez plus ou moins, puisque vous avez dans les manifestes de douane, des armateurs, des tribunaux, vous savez quelles étaient les cargaisons des bateaux, de la contrebande qu'il y avait, toutes ces choses, on le sait. Oui. Donc on sait à peu près ce qu'on va trouver. Oui, quand vous dites... il faut trouver, c'est le problème. Il faut déjà trouver. Quand vous dites contrebande, est-ce que dans certains pays, on vous considère véritablement comme un chasseur de trésors ou plutôt comme un pillard qui vient chercher éventuellement des richesses enfouies ? Il y a deux solutions. Ou vous déclarez que vous êtes là, que vous allez faire des recherches et que vous dites, vous prévenez les gens concernés. C'est-à-dire les gens du pays, ministère de la Culture quand il existe, ou l'équivalent, qui en général vous donne l'autorisation d'aller faire des prospections, sous réserve, comme je l'ai dit tout à l'heure, de déclarer si vous trouvez quelque chose, ou vous faites ça de manière totalement clandestine. Clandestine, oui. Bon, si vous avez fait les deux un peu, si vous faites de manière... Non, moi j'ai fait des recherches clandestines. Ah oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'il y a des endroits où ils voulaient pas... C'est pas qu'ils voulaient pas. C'était de la paperasserie et vous aviez en face de vous surtout des gens totalement incompétents. Ouais. Totalement incultes, et qui étaient là uniquement pour vous demander des bakchiches, des trucs, voilà. Donc, dans ce cas-là, je me suis dit, je vais le faire, la recherche, je dis bien, la recherche, de manière clandestine. Si je trouve quelque chose, après, j'irai leur mettre devant le nez en leur disant, voilà, il y a ça. Mais... il y a beaucoup plus de trésors qu'on le pense, parce que vous parlez d'or, d'argent, mais je dirais, vous l'avez très bien dit, monsieur Esnault, c'est la démarche qui est pleine de trésors. Alors ça peut être enquête d'or ou enquête scientifique. Il y a eu une formidable épopée aussi, qui a été en partie menée aussi par la Marine nationale et François Bellec, ceux qui sont partis sur les traces de la Pérouse. On pourrait monter d'ailleurs une très belle expédition franco-argentine pour essayer de trouver les bâtiments de Pedro Sarmiento de Gamboa en terre de feu. Ça aurait un intérêt historique, ça aurait un intérêt peut-être financier. Il y a plein de choses, mais ce qui est intéressant, c'est la palpitation. Moi, j'ai employé le même mot que monsieur Esnault, là, je sais plus combien de lettres il y a quelques instants. Quand j'ai trouvé ces canons, c'était des années de tension, et j'ai doublement employé le mot que vous avez évoqué, là, parce que j'étais passé l'année précédente à 1 mètre sans voir tous les vestiges, parce que c'était recouvert de laminaire. Donc, il y a un degré d'excitation. Donc, ça peut être de l'or, ça peut être chercher une épave à des fins scientifiques, et il y a plein de grandes aventures, je dirais, également scientifiques, qui valent de l'or, sans qu'il y ait forcément d'or, et dont nous aurions besoin. Oui. Enfin, alors, moi, je vais plutôt sur l'or, excusez-moi de vous interrompre. Non, mais j'explique pourquoi. Parce que comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, je n'ai pas de sponsor. Oui, donc il faut quand même que ça me rapporte quelque chose de manière ne serait-ce qu'à pouvoir me financer une autre expédition. Oui, parce qu'on a une idée. Donc il faut qu'elle soit quand même relativement rentable. Une expédition. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, dans une épave où on trouve des biens, des bijoux, des choses comme ça, de trouver des tas de choses archéologiques de grande importance. Tout à l'heure. Que l'on peut monnayer dans ces conditions aussi, non? Un petit peu. Bah, avec ça dépend des accords avec les gouvernements, ça, en général. Voilà. Il y a toute la question est que la fouille se fasse aussi à des fins scientifiques. Parce qu'il y a le bijou. Bon, effectivement, il faut bien que la personne qui passe du temps, qui investit pour trouver ce trésor, puisse le faire. Mais il faut aussi que ça soit fait dans des conditions scientifiques, parce que le véritable trésor, c'est un peu
lisent pas que le bijou, mais l'histoire que ce bijou et que le bateau va raconter. Ouais. Enfin, contrairement à ce qu'on pense, souvent les gens, notamment les archéologues, par rapport à des personnes comme moi, contrairement à ce qu'ils pensent, on massacre pas les sites. On fait ça avec exactement les mêmes méthodes qu'ils utilisent eux, parce qu'on n'est pas complètement imbéciles, nous, en dehors du fait. Vous n'aimez pas les archéologues, hein? Non, c'est eux qui m'aiment pas. C'est un monde où il y a tout. Parce que s'ils avaient plus d'une fois où on a tendu la main des gens comme moi, ils ont refusé systématiquement, alors que nous, on avait l'avantage sur eux, c'est qu'on avait des moyens financiers beaucoup plus importants que malheureusement que leur ministère de tutelle mettent à leur disposition dans bien souvent des cas, dans beaucoup de pays. Ah, c'est sûr qu'en France, là, ces gens-là ont refusé. Malheureusement, le draft a peu de sous, sauf qu'on a quand même réussi à avoir. C'est André Malraux qui a fondé le département d'archéologie sous-marine en 1966 en donnant un bateau qui s'appelle l'Argonaute, et ça faisait des années qu'il pouvait plus sortir. Ça y est, on a un nouveau bateau depuis un an qui s'appelle l'Argonaute, mais il faudrait plus d'argent effectivement pour permettre à la France de retrouver un certain nombre de ces vestiges, parce que les laisser au fond éternellement, ils se dégradent aussi. Donc il faut renforcer l'archéologie sous-marine parce que nous avons un champ et des épaves extraordinaires. Et c'est la propriété des Français. Vous me disiez aussi tout à l'heure qu'il y a parfois de l'or qui flotte en fait en il y a de l'or en suspension. On va voir, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Allez, on voit ça juste après une petite pause et puis on reviendra sur cette bataille avec les archéologues et notamment en France, parce que ça c'est assez compliqué. Europe 1 midi, 11h30, 13h. Patrick Roger. Première partie d'Europe 1 midi qui se poursuit et qui s'intéresse aujourd'hui aux trésors qu'il reste à découvrir. Ils sont nombreux, Patrick. Oui, et il y a beaucoup de messages qui nous parviennent par ailleurs sur notre débat tout à l'heure. Ce sera de midi à midi et demi quand ça s'enflamme de la rue à l'Assemblée nationale autour du mariage pour tous. Vous aurez la parole tout à l'heure après midi. Ça s'enflamme également parfois autour des trésors que l'on peut découvrir, conquérir au fond des océans, à l'autre bout de la planète, avec nos invités aujourd'hui. Philippe Esnoz, est-ce qu'il y a encore beaucoup de trésors à découvrir, et puis est-ce qu'on a quelques idées? J'imagine que finalement les plus grands chasseurs de trésors au monde se retrouvent aux mêmes endroits, non? En ce qui concerne les chasseurs de trésors sous-marins, subaquatiques, c'est un peu le cas. Ouais. C'est toujours, il n'y a pas beaucoup d'équipes, quand je parle d'équipes structurées, c'est-à-dire avec des moyens énormes, enfin des gros moyens on va dire. C'est toujours les mêmes, la majorité évidemment une fois de plus sont les Américains. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls qui investissent des sommes colossales au départ et qui donc en général arrivent les premiers au poteau, en général. Ouais. Maintenant, pourquoi? Parce que juste la question de prix, ça coûte très cher une expédition. Oui. C'est quoi? Est-ce qu'on a une fourchette? Non, je vais vous donner un ordre d'idée. Ce que je disais hors d'antenne tout à l'heure. En 68, donc vous voyez, c'est pas d'hier. Le coût de la Calypso de Cousteau coûtait à l'époque l'équivalent de 1,5 million d'euros d'aujourd'hui, mais en 1968, vous voyez. Si vous prenez la location aujourd'hui des bateaux océanographiques qu'utilisent les Américains pour faire leurs recherches, c'est des bateaux qui coûtent à peu entre 20 et 50 000 euros jour. Voilà, donc effectivement, ils s'attaquent à des trésors qui sont à 1000 mètres de fond et ils les récupèrent. Donc voilà, c'est basé là-dessus. Mais moi, je travaille maintenant que sur des trésors à terre. À terre, ça coûte pas du tout ces tarifs-là. Oui, c'est ça, c'est moins cher. En fait, c'est l'expédition. À terre, le plus gros travail, il est fait surtout en amont, en archives. Il y a beaucoup de travail d'archives. Oui. Et après, quand même, alors comment, si c'est au fond d'un puits, si c'est sur un site en particulier, il faut aller piocher, creuser. Mais ça, c'est du matériel, on va dire entre guillemets, de travaux publics ordinaires. C'est pas des mises de fonds gigantesques, quoi. Vous voyez, enfin, c'est tout ce que je raconte dans mon bouquin, d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire, on peut aussi autoriser l'expédition sous-marine que si on a la garantie que l'archéologue va après assurer le traitement des objets. C'est tout le problème de particuliers qui remontent des objets, parfois des boulets, parfois des canons. Mais attention, tout ça va se détériorer à l'air libre. Un canon, il faut payer le coût parce qu'il est gorgé de sel, il faut lui retirer tout ça. Il y a un coût qui est supérieur à la valeur marchande réelle du canon. Donc, il y a plein de particuliers. Et c'est normal qu'il faille être vigilant, qu'ils remontent ces vestiges, ils sont très contents, ils les montent, ils les gardent, et puis au bout de 5 ans, ils s'effritent complètement. Ce qui est dommage de laisser partir le patrimoine. Donc, on ne peut donner des autorisations qu'à des groupes qui ont aussi les moyens qui le fassent sérieusement, c'est-à-dire scientifiquement, et qui puissent avoir les fonds, mais ce qui coûte très cher quand c'est sous-marin, de pouvoir garder tout ça. Mais vous savez, le véritable trésor au fond des mers, c'est d'une part le fait peut-être d'aller chercher un trésor, c'est peut-être le fait d'aller chercher cette liberté que nous incarne la mer. Mais la mer
est un trésor en elle-même. Vous savez, moi je crois qu'il faut aussi de formidables expéditions scientifiques. D'abord, la mer est gorgée d'or, mais en suspension, c'est pas rentable, rassurez-vous d'aller chercher tout ça. Pourquoi Parce qu'il faudrait effectivement filtrer énormément de centaines de litres d'eau de mer pour avoir, donc c'est pas commercialement rentable. Bon, mauvaise pioche, mais vous savez, sur le plan des trésors de la santé, parce que ça concerne chacun d'entre nous, on ne cesse de découvrir tous les jours de nouvelles molécules qui vont révolutionner notre santé. Imaginez, on a donné il y a peu un prix Nobel à 2 physiciens américains qui ont trouvé dans une espèce de méduse des cellules fluorescentes. Mais c'est capital parce que dans la lutte contre le cancer... ce sont d'autres trésors de notre humanité. Mais dans la lutte contre le cancer, vous allez pouvoir, si vous voulez, repérer la partie saine, la partie non saine de la cellule, si bien que le Nobel a considéré que c'était aussi important que le microscope en son temps. Il y a plein de choses comme ça. Il y a bien sûr de l'or, il y a bien sûr des diamants, il y a bien sûr du pétrole, il y a tout dans la mer. Oui, Philippe Esnos, vous êtes beaucoup plus terre à terre. Il faut quand même avoir. Si on considère quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, à l'archéologie et terre à terre, admettons que je le sois. Alors. Oui. Voilà. Et aventurier, donc bien sûr. Hein, parce que ça doit avant tout être une aventure. Sinon, c'est pas la peine. Pour moi, à ce moment-là, il suffisait que je me fasse une petite licence d'archéologue, ça me prenait 4 ans, et puis que je rentre dans un organisme quelconque. Oui. Bon, donc, alors, vous nous avez pas dit là tout à l'heure, dans quel pays, dans quels endroits, il nous reste 1 minute, il y a encore des trésors à découvrir? Déjà, on peut dire de manière générale dans tous les pays. Maintenant, dépend de quel genre de trésor vous recherchez. Moi, je me suis spécialisé sur l'Amérique espagnole parce que j'arrive à lire les textes anciens et tout, mais il y en a autant en Asie. Oui, en Asie, on dit qu'il y a beaucoup de trésors. Notamment autour des Philippines, bien sûr, par exemple. En France, il y a toujours cette légende autour des Templiers. Vrai, pas vrai? Non, l'histoire des Templiers, ça a été un trésor, on va dire, un trésor foncier. Ils étaient, en revenant des croisades, richissimes en terre et voilà. Mais bon, bien sûr qu'ils ont dû ramener des espèces sonnantes et trébuchantes, c'est évident, avec les pillages de l'époque. Mais enfin, de là à en faire, non, c'est plus une légende qu'autre chose. Ne cassez pas non plus quand même le mythe et le rêve pour beaucoup de gens qui vont avec leur poêle à frire. Là, non, mais je casse pas. De toute façon, à chaque retour de croisade, il y avait effectivement des coffres d'or et d'argent qui revenaient du fait des pillages. Donc forcément, il existe un trésor maintenant. Il faudrait rendre conscients les Français du nombre d'épaves et parfois indiquer qu'au large de telle route littorale se trouvent l'épave du Saint-Guérand, se trouvent les pales du Soleil Royal, etc. C'est fabuleux ce qu'il y a dans la mer, mais il faut qu'elle garde son côté secret. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Christian Buchet, Philippe Esnos, donc auteur de L'or d'Atahualpa, le dernier empereur Inca, aux éditions Trésor, justement. Dans un instant, donc après les titres de midi, notre second débat, ça s'enflamme, de la rue à l'Assemblée nationale autour du mariage pour tous.